Les invités du mariage étaient déjà debout lorsque le bruit venu du ciel força tout le monde à lever les yeux. Un avion élégant descendit au-dessus du domaine des Carter, et avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, Nia Monroe en sortit avec 3 enfants à ses côtés. La musique s'arrêta. La mariée se figea, puis un petit garçon pointa droit vers le marié et demanda « Maman, est-ce que c'est mon papa ?» Toute la foule devint silencieuse, car l'homme debout à l'autel, le même homme sur le point d'épouser une autre femme, ressemblait exactement à ses enfants. Et, dans ce moment suspendu, le mariage parfait commença à s'effondrer. Tout avait commencé bien avant les larmes, bien avant la trahison, et bien avant que la vérité ne brise un mariage. À cette époque, Nia Monroe n'était qu'une étudiante avec un sourire doux et un cœur trop grand pour ce monde dur. C'était une brillante jeune afro-américaine, respectée sur le campus pour son esprit vif, sa gentillesse et la foi discrète qui guidaient chacun de ses pas. Si un camarade échouait, Nia restait pour l'aider. Si quelqu'un avait faim, elle partageait le peu qu'elle avait. Si quelqu'un voulait abandonner, c'était Nia qui lui redonnait espoir. C'est ainsi qu'Ethan Carter entra dans sa vie. Ethan était le genre d'homme qu'on remarquait dès qu'il entrait dans une pièce. Beau jeune homme noir issu d'une famille riche et respectée, soigné, ambitieux et naturellement confiant, il se comportait comme quelqu'un déjà destiné au succès. Mais sous le charme et les vêtements coûteux, Ethan peinait à supporter la pression qui l'entourait. Ses notes baissaient. Son orgueil était blessé. Et pour la première fois de sa vie, l'avenir ne lui semblait plus garanti. Nia vit cette facette de lui que personne d'autre ne voyait. Elle veillait tard pour l'aider à étudier. Elle l'encourageait lorsqu'il voulait abandonner. Elle lui rappelait qu'échouer pendant une saison ne signifiait pas échouer pour la vie. Peu à peu, l'amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Ethan commença à dépendre d'elle. Puis il commença à l'aimer. « Tu crois en moi plus que quiconque ?» lui dit-il un soir devant la bibliothèque. Nia sourit doucement. « C'est parce que je vois ce que tu peux devenir. » Ethan lui prit la main. « Alors, quand je deviendrai cet homme, je veux que tu sois à mes côtés. » Ces mots s'ancrèrent profondément dans son cœur. Non loin d'eux se trouvait un autre étudiant qui remarquait tout, même s'il parlait peu. Il s'appelait Malik Vaughn. Étudiant boursier discret, sérieux et intelligent, il portait plus de fardeau qu'il ne le laissait paraître. Il ne venait pas d'un milieu aisé, mais de la lutte. Et durant un semestre crucial, alors qu'il risquait de tout perdre, Nia l'avait aidé à réussir un cours qui aurait pu mettre fin à ses études. Malik ne l'oublia jamais. Il n'oublia jamais sa bonté. Il resta simplement en arrière-plan, observant, reconnaissant et silencieux. Au fil des mois, Nia et Ethan devinrent inséparables. Ils parlaient avec assurance de l'avenir. Ils disaient qu'ils construiraient une maison ensemble. Qu'ils se marieraient. Qu'un jour, des enfants couraient dans une grande maison. Ils peignaient l'image avec tant de clarté que Nia cessa de se demander si elle avait sa place dans sa vie. Elle croyait déjà l'avoir. Mais tout le monde ne partageait pas ce bonheur. Le premier avertissement vint sous la forme de la mère d'Ethan, Vanessa Carter. Vanessa était une femme sophistiquée, au regard perçant, qui valorisait la classe, l'image et l'héritage familial au-dessus de tout. La première fois qu'elle rencontra Nia, elle sourit poliment, mais la chaleur n'atteignit jamais ses yeux. Elle l'observa trop attentivement. Elle posa des questions douces qui ressemblaient à des tests déguisés. Et lorsque Nia quitta la pièce, le silence de Vanessa en disait plus que des mots. « Elle est gentille », dit Vanessa à Ethan un jour. Mais être gentil ne signifie pas être approprié. Ethan balaya cela d'un rire. Plus tard, il embrassa le front de Nia et lui dit de ne pas s'inquiéter. Pourtant, tandis que Nia s'abandonnait à l'amour, Vanessa observait avec une désapprobation silencieuse. Un soir, le bras autour de Nia, la voix pleine de certitude, Ethan lui dit « Très bientôt, je veux que nous commencions à fonder notre famille. » Le cœur de Nia déborda de joie. Mais de l'autre côté de la pièce, Vanessa Carter ne dit rien. Elle observa seulement. Et dans ce silence, la première fissure s'était déjà formée. Quelques années plus tard, l'histoire d'amour en laquelle Nia avait tant cru commença à changer sous le poids des attentes. Les études étaient terminées.
Ethan Carter n'était plus l'étudiant en difficulté. Il avait intégré le monde d'affaires des Carter, portait la confiance comme une seconde peau et parlait plus que jamais de mariage. De l'extérieur, Ethan et Nia semblaient destinés à l'éternité. Pendant un temps, Nia le crut aussi. Ils visitaient des lieux de réception. Ils parlaient de dates de fiançailles. Ils riaient en évoquant des prénoms de bébés. Ethan la tenait toujours dans ses bras et faisait des promesses qui semblaient solides. Mais une voix insistait de plus en plus, celle de Vanessa Carter. Elle ne cachait plus ses intentions. Elle voulait des petits-enfants, et vite. Pour elle, le mariage ne concernait pas seulement l'amour, mais la lignée, l'héritage, l'image, le contrôle. L'amour, c'est bien, déclara Vanessa un soir dans sa salle à manger élégante. Mais une famille doit être construite sur des résultats. Nia sentit la blessure dans ses mots. Ethan l'entendit aussi, mais au lieu d'intervenir, il détourna le regard. Puis vint l'épreuve qui changea tout. Sous la pression de Vanessa, Ethan et Nia acceptèrent des tests de fertilité avant le mariage. Cela devait être pratique, raisonnable, responsable. C'est ainsi que Vanessa le présenta. Mais ce qui aurait dû rester privé devint la porte d'entrée vers la ruine émotionnelle. Le cabinet médical était froid, trop lumineux, trop silencieux. Le premier résultat frappa Ethan durement, il avait un faible nombre de spermatozoïdes. La conception serait difficile. Pas impossible, mais elle demanderait du temps, de la patience, peut-être un traitement. Son visage changea. L'homme confiant resta figé, blessé dans un endroit que son orgueil ne pouvait dissimuler. Nia lui prit immédiatement la main. Nous affronterons cela ensemble. Mais la consultation n'était pas terminée. Le médecin expliqua que Nia avait elle aussi des complications reproductives. Son chemin vers la grossesse pourrait également être difficile. Le silence s'installa. Ce qui aurait dû les rapprocher creusa la peur entre eux. Nia pensait qu'ils rentreraient, prieraient, pleureraient et se soutiendraient. Au lieu de cela, Vanessa transforma le diagnostic en arme. En privé, elle accula Nia avec sa cruauté polie. Un homme Carter a besoin de sécurité, dit-elle. Une femme incapable d'assurer la lignée familiale est un risque. Nia la regarda, stupéfaite. Le médecin a dit que nous pourrions tous les deux rencontrer des difficultés. Vanessa releva le menton. Mon fils ne sera pas celui qu'on blâmera quand tout s'effondrera. Ce fut le début de l'humiliation. Ethan changea lentement, puis brusquement. Il devint distant, irritable, froid au moment où Nia avait besoin de tendresse. L'homme qui s'appuyait autrefois sur elle se retira. Il cessa de la défendre. Cessa de la protéger du poison de sa mère. Un soir, après une dispute remplie de douleur et de silence, Ethan brisa son cœur d'une seule phrase. « Et si tu ne me donnais jamais d'enfant, Nia ?» La pièce sembla se fendre en deux. « Je suis resté à tes côtés, » murmura-t-elle. « Et voilà ce que tu me dis. » Avant qu'Ethan ne puisse retirer ses paroles, Vanessa intervint et aggrava tout. Les yeux froids, la voix calme. Peut-être vaut-il mieux partir maintenant que gaspiller davantage d'années. Ce fut le coup de grâce. Le visage de Nia se décomposa. Les larmes jaillirent. La blessure la plus profonde n'était pas le diagnostic. C'était ceci, l'homme qui aurait dû la consoler était devenu celui qui l'écrasait. Les mains tremblantes, le cœur brisé, Nia quitta la maison des Carter en pleurant. Cette fois, personne ne la retint. Le lendemain matin, Nia Monroe sortit de la maison des Carter en larmes. Le monde ne s'arrêta pas pour sa douleur et c'était cela, le plus cruel. Les voitures continuaient de rouler. Les téléphones continuaient de sonner. Des gens riaient quelque part. Mais pour Nia, tout était brisé. Elle n'avait pas seulement perdu une relation. Elle avait perdu l'avenir qu'on lui avait promis. L'homme qu'elle avait défendu, pour qui elle avait prié et qu'elle avait aimé de tout son cœur avait laissé la peur et l'orgueil parler plus fort que la loyauté. Alors Nia disparut en silence. Elle quitta les endroits où Ethan aurait pu la chercher. Elle cessa de répondre aux anciens appels. Elle prit un petit appartement de l'autre côté de la ville et tenta de reconstruire sa vie dans le silence. Certains jours,
Elle s'asseyait près de la fenêtre pour prier. Certaines nuits, elle pleurait si fort qu'elle devait se couvrir la bouche pour que les voisins ne l'entendent pas. Elle se répétait de respirer, de tenir debout, de survivre. Puis son corps commença à changer. Au début, elle accusa le stress, l'épuisement, les vertiges, les nausées soudaines. Mais au fond d'elle, Nia savait que quelque chose était différent. Les mains tremblantes et le cœur rempli de peur, elle alla seule chez le médecin. Elle était enceinte. Les mots la frappèrent si violemment qu'elle eut du mal à parler. Pendant un long moment, elle resta figée. Les larmes montèrent à ses yeux. La phrase cruelle d'Ethan résonna dans sa mémoire. « Et si tu ne me donnais jamais d'enfant, Nia ?» Et maintenant ceci. Après le rejet, l'humiliation, après qu'on lui ait fait sentir qu'elle n'était pas suffisante. Mais le choc n'était pas terminé. Un second examen confirma ce qui semblait presque impossible. Nia n'attendait pas un bébé. Elle attendait des triplés. Elle s'effondra dans le cabinet médical. Elle se couvrit le visage et pleura ce genre de larmes qui viennent d'une blessure trop profonde pour être exprimée par des mots. Pas parce qu'elle était malheureuse. Pas parce que les bébés n'étaient pas désirés. Mais parce que le miracle était arrivé après le cœur brisé. La bénédiction était venue trop tard pour la protéger de la cruauté qu'elle avait déjà subie. Comment cela peut-il arriver maintenant ? Murmura-t-elle à travers ses larmes. Le médecin parlait doucement, mais Nia entendait à peine. Son esprit tournait. Elle était seule. Enceinte. Portant 3 enfants. Et leur père était le même homme qui l'avait laissé partir dans la honte. Quelques jours plus tard, encore submergée, Nia sortit d'une pharmacie avec un sac en papier dans une main et la peur dans l'autre. Elle marchait lentement, affaiblie par le stress et les nausées. Sa vision se brouilla un instant. Elle faillit trébucher sur le trottoir. Une voiture de luxe noire s'arrêta. La portière arrière s'ouvrit, et un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années en descendit, Malik Vaughn. Il n'était plus l'étudiant boursier silencieux de l'université. Le temps l'avait affûté. Il était désormais un puissant milliardaire noir, à la présence calme et imposante, vêtu avec une élégance sobre et portant une discipline que la richesse ne pouvait acheter. Mais ses yeux étaient restés les mêmes, stables, attentifs, bienveillants. « Nia » dit-il, stupéfait. Elle leva les yeux, choquée. « Malik !» Un seul regard lui suffit pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il ne posa pas de questions indiscrètes. Il ne l'embarrassa pas. Il s'approcha simplement et dit « Tu n'as pas l'air bien. Laisse-moi t'aider. » Nia se redressa, sa fierté traversant sa douleur. « Je vais bien. » La voix de Malik s'adoucit. « Non, tu ne vas pas bien. » Cette vérité brisa le mur qu'elle tentait de maintenir. Il l'aida à s'asseoir. Il lui acheta de l'eau. Il attendit que sa respiration se calme. Et lorsqu'il apprit qu'elle était enceinte et seule, quelque chose changea sur son visage. Pas du jugement. Pas de la pitié. Mais une profonde inquiétude. « Tu ne devrais pas porter cela toute seule, » lui dit-il doucement. Nia détourna le regard, honteuse d'avoir besoin de quelqu'un. « Je ne veux pas de charité. » Malik secoua la tête. « Alors n'appelle pas ça de la charité. Appelle ça ce que c'est. De l'aide venant de quelqu'un qui se souvient de ce que tu as fait pour lui. » Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Ethan, Nia ressentit la possibilité d'être en sécurité. Et avant que cette journée difficile ne se termine, n'ayant nulle part où aller et trop à affronter seule, Nia accepta un refuge temporaire sous la protection de Malik Vaughn. Quelques jours plus tard, elle entra dans un monde totalement différent de celui qu'elle venait de quitter. La maison de Malik était grande, silencieuse et fortement sécurisée. Mais ce qui la frappa le plus n'était pas la richesse. C'était la paix. Pas d'escalier froid. Pas de murmures cruels. Personne pour mesurer sa valeur. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait respirer sans se sentir jugée. Dès le début, Malik posa une règle claire. « Ici, Nia sera traitée avec dignité », dit-il fermement à son personnel. « Elle est une invitée. Et quiconque lui manque de respect devra me répondre. » Cela comptait plus qu'il ne l'imaginait. Nia s'installa lentement.
Elle restait d'abord très discrète, portant encore les blessures de la trahison dans son cœur. Certains matins, elle s'asseyait près de la fenêtre, une main posée sur son ventre qui s'arrondissait, priant en silence. Certaines nuits, elle se réveillait en entendant la voix d'Ethan dans ses rêves et devait se rappeler qu'elle n'était plus dans ce monde. Malik ne força jamais la conversation. Il lui laissa de l'espace, mais resta toujours proche lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Un rendez-vous médical, un repas qu'elle pouvait supporter, un trajet silencieux lorsque les murs semblaient trop lourds. Sans le dire, Malik recommença à tomber amoureux d'elle. Il voyait sa force dans sa façon de rester debout. Il voyait sa tendresse dans la manière dont elle parlait déjà au bébé comme s'il pouvait l'entendre. Il voyait aussi sa douleur, mais gardait ses sentiments enfouis. Ce n'était pas le moment pour son cœur. Il s'agissait de la protéger. Puis la grossesse se compliqua. Porteur des triplés augmentait rapidement les risques médicaux. Son corps s'affaiblissait. Elle fut placée sous surveillance stricte. Les médecins parlèrent d'accouchement prématuré, de problèmes de tension, d'un possible accouchement dangereux. Malik écoutait chaque mot avec un visage impassible. Mais à l'intérieur, la peur grandissait. Une nuit d'orage, la douleur commença. Nia se plia en deux dans sa chambre, agrippant le bord du lit lorsqu'une vague aiguë traversa son corps. Une seconde suivit, puis une autre. Lorsque Malik arriva, elle tremblait. « C'est trop tôt », halta-t-elle. Il ne paniqua pas. Il appela l'équipe médicale, l'enveloppa dans une couverture et resta à ses côtés jusqu'à l'hôpital. Mais lorsqu'on la précipita vers le service d'accouchement, il ne put que patienter. Et il attendit comme un homme luttant contre un feu invisible. Les heures passèrent. Les infirmières se déplaçaient rapidement. Les médecins parlaient d'un ton tendu. Malik se tenait devant la salle d'opération, les mains serrées l'une contre l'autre, priant à voix basse. Il ne pensait ni à son argent ni à son pouvoir. À cet instant, il n'était qu'un homme impuissant suppliant Dieu de ne pas la laisser mourir. À l'intérieur, Nia vacillait. L'accouchement fut brutal. Son corps était épuisé. Son cœur battait à toute vitesse. À un moment, les médecins craignirent de la perdre. Et dans cet instant terrible, elle ne cria pas pour la vengeance. Elle ne cria pas pour Ethan. Elle murmura faiblement. « S'il vous plaît, sauvez mes bébés. » Puis, par grâce, les pleurs retentirent. Un bébé. Puis un autre. Puis un troisième. 3 petites voix remplirent la pièce. Et Nia survécut. Quand une infirmière sortit enfin parler à Malik, son visage était pâle de peur. Puis il entendit les mots. Elle s'en est sortie. Les bébés aussi. Il s'effondra. Les larmes coulèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Quand il fut enfin autorisé à les voir, il resta là, contemplant les 3 nouveau-nés avec incrédulité. Noah, Micah et la petite Eden fragile, beau, vivant. Et lorsque Nia les tint dans ses bras pour la première fois, faible mais respirant, les larmes glissant sur son visage, elle comprit quelque chose qui la changea pour toujours. La vie qui avait été rejetée était devenue son plus grand miracle. Des mois plus tard, le monde de Nia ne résonnait plus de silence et de tristesse. Il résonnait de pleurs, de rires, de petits pas, de céréales renversées et de 3 petites voix appelant son nom en même temps. La maternité arriva vite et sans douceur. Élever des triplés n'était pas un travail léger. C'était magnifique, mais épuisant. Noah était le plus audacieux, toujours en mouvement, toujours à tester les limites. Micah était plus doux, plus observateur, l'enfant qui ressentait les émotions avant qu'elles ne soient exprimées. Et la petite Eden était vive, joueuse, pleine de questions innocentes capables de faire rire une pièce une minute et pleurer la suivante. Il remplissait la maison de vie. Il remplissait aussi le cœur de Nia d'une manière que la douleur n'aurait jamais pu faire. Mais elle n'était pas seule. Malik Vaughn devint une présence constante dans leur quotidien. Il n'essaya jamais de remplacer qui que ce soit. Il était simplement là. Il gérait les rendez-vous médicaux quand Nia était dépassée. Il s'assurait que les enfants avaient des livres, des vêtements et tout ce dont ils avaient besoin avant même qu'elle ne le demande. Il s'asseyait par terre pour construire des jouets. Il écoutait les histoires folles de Noah,
répondait aux questions sérieuses de Mika et laissait Eden grimper sur ses genoux avec des mains collantes sans jamais se plaindre. Les enfants lui faisaient naturellement confiance. Un soir, après avoir aidé les triplés à s'endormir, Malik trouva Nia dans la cuisine, épuisée mais esquissant un léger sourire. « Tu n'es pas obligée de porter tout cela toute seule, » dit-il doucement. Nia le regarda, sachant déjà qu'il y avait plus derrière ces mots. Malik prit une inspiration. « Épouse-moi, Nia. » La pièce devint silencieuse. Ce n'était pas une demande spectaculaire. Pas de foule, pas de bague levée pour attirer l'attention. Juste un homme bon parlant avec un cœur sincère. Les yeux de Nia s'adoucirent immédiatement. Elle était touchée, profondément touchée. Mais elle connaissait déjà la vérité avant même qu'il n'ait fini. « Tu es bon avec moi, » dit-elle doucement. « Tu as fait plus que je ne pourrai jamais te rendre. Mais je ne peux pas t'épouser par gratitude. » Malik hocha la tête, même si une déception traversa son visage. « Je ne veux pas de gratitude. Je veux une chance. » La voix de Nia trembla. « Et je ne peux pas t'offrir un cœur à moitié guéri. » Il ne discuta pas. C'était ainsi qu'était Malik. Il respectait son nom, même quand cela lui faisait mal. Le temps passa. Il demanda encore, à une autre période de leur vie. Toujours doux. Toujours stable. Sans jamais la forcer. Et une fois encore, Nia refusa. Cette fois, elle fut encore plus honnête. Mes enfants ont besoin de tout mon cœur en ce moment. Et le reste de moi est encore en train de guérir. Malik l'accepta, tout en l'aimant davantage. Mais Nia refusa que son histoire devienne un long témoignage de souffrance. Au lieu de cela, elle transforma ses blessures en mission. Elle commença à travailler sur un projet qui lui tenait profondément à cœur, une école communautaire d'apprentissage pour les personnes âgées. Un lieu où des hommes et des femmes âgés qui n'avaient jamais eu la chance de recevoir une éducation formelle pouvaient enfin apprendre sans honte. Des grands-mères apprenaient à lire pour la première fois. Des ouvriers retraités apprenaient à écrire leur nom. Des personnes oubliées retrouvaient leur dignité dans des salles de classe remplies de patience au lieu de jugement. Et elle ne s'arrêta pas là. Touchée par tout ce qu'elle avait traversé, Nia commença aussi à construire un foyer pour enfants vulnérables dans la communauté. Déterminée à créer la sécurité qu'elle aurait autrefois souhaitée pour elle-même. Les gens commencèrent à prononcer son nom avec respect non pas parce qu'elle avait souffert, mais parce qu'elle avait choisi de bâtir après avoir été brisée. Et alors que le chapitre de sa vie consacré à la survie se refermait pour s'ouvrir sur celui du service, une chose devint claire. Nia Monroe n'était plus seulement une femme rejetée. Elle devenait une femme que la communauté n'oublierait jamais. Pendant que Nia construisait une vie pleine de sens, Ethan Carter construisait une vie qui paraissait parfaite de l'extérieur et vide à l'intérieur. Des années avaient passé depuis qu'il l'avait laissé partir. Ethan était pleinement entré dans le monde que sa famille avait toujours prévu pour lui. Il était élégant, prospère, constamment entouré d'une richesse qui donnait l'impression qu'il avait tout. Ses costumes étaient plus impeccables. Son agenda plus rempli. Son nom portait davantage d'influence. Mais derrière cette image soignée se cachait un homme émotionnellement fermé, presque mécanique. Il souriait quand il le fallait. Il jouait son rôle quand c'était nécessaire. Mais la paix, elle, avait disparu. Vanessa Carter était restée fidèle à elle-même. Élégante, contrôlante, obsédée par les apparences. Elle poussa Ethan plus que jamais à tourner la page et à enterrer le passé. « Tu ne peux pas continuer à vivre dans d'anciennes erreurs », lui dit-elle un soir. Un homme Carter se relève. Il ne s'attarde pas. Alors Ethan fit ce qui était attendu. Il entama une relation sérieuse avec Janelle Brooks, une Afro-américaine élégante issue d'une famille influente et très bien connectée. Janelle était belle, posée, instruite, le genre de femme que Vanessa pouvait présenter fièrement dans n'importe quelle réception. Elle savait parler aux donateurs, sourire aux caméras et se tenir avec un contrôle parfait. Sur le papier, elle était tout ce qu'un homme comme Ethan était censé vouloir. Pendant un temps, leur relation impressionna tout le monde. Ils assistaient ensemble à des événements. Ils avaient l'air puissants côte à côte. Leurs photos circulaient dans les cercles mondains avec des légendes parlant d'élégance, d'héritage et de la prochaine grande union des Carter. Mais en privé, quelque chose manquait.
Leur conversation était prudente plutôt que chaleureuse. Leur alchimie paraissait meilleure en public que dans le silence. Janelle n'était pas cruelle, mais elle était réservée. Ethan était physiquement présent, mais émotionnellement ailleurs. Sous la pression, il la demanda en mariage. Il se convainquit que c'était le moment. Le moment d'avancer. Le moment de cesser de penser à la femme qui l'avait blessé. Le moment de redevenir l'homme que sa famille attendait. Janelle dit oui. Les fiançailles furent célébrées bruyamment. Mais en coulisses, une vieille blessure refit surface. Le problème de fertilité qu'Ethan avait tenté de fuir n'avait jamais disparu. Son faible nombre de spermatozoïdes était toujours une réalité. Cette fois, il ne pouvait plus se mentir. Il se souvenait exactement de la rapidité avec laquelle il avait laissé la peur se transformer en accusation. Il se souvenait du visage de Nia la nuit où il l'avait blessé. Il se souvenait de ses larmes. Pour la première fois, il dut affronter une vérité qui le couvrait de honte. Il avait jugé Nia injustement. Il lui avait fait porter une douleur qui n'avait jamais été la sienne seule. Cette prise de conscience le suivait partout. Lors de dîner avec Janelle, il se surprenait à comparer sa distance élégante à la chaleur de Nia. Dans les moments de silence, il se rappelait comment Nia l'encourageait lorsqu'il était faible. Même les souvenirs qu'il tentait d'enterrer remontaient. Un rire, une phrase, une scène devant une bibliothèque universitaire. Vanessa remarqua le changement et le coupa net. « Ne rouvre pas de vieilles blessures », avertit-elle sèchement. « Ce qui est fait est fait. » Mais les vieilles blessures ne restent pas enterrées simplement parce que quelqu'un exige le silence. Une nuit, longtemps après que tout le monde fut couché, Ethan se tenait seul dans son bureau, tenant une vieille photo de ses années universitaires. On y voyait Nia sourire à ses côtés, pleine d'espoir, bien avant qu'il ne devienne l'homme qui lui avait brisé le cœur. En fixant ce fragment oublié de son passé, Ethan admit enfin ce qu'il cachait même à lui-même. Il ne l'avait jamais vraiment oublié. Et lorsque les discussions sur l'avenir devinrent plus sérieuses, une autre vérité douloureuse apparut. Janelle avait elle aussi des complications reproductives. Soudain, la même tension qu'il avait connue avec Nia s'installait dans cette nouvelle relation. Mais cette fois, la vérité frappait plus fort. Pendant qu'Ethan luttait avec le fantôme de la femme qu'il n'avait jamais réellement oubliée, la vie de Nia Monroe avançait, jusqu'à ce que les questions qu'elle redoutait depuis des années finissent par arriver. Noah, Micah et Eden n'étaient plus assez petits pour se contenter de réponses simples et de câlins au coucher. Ils grandissaient. Ils observaient. Ils écoutaient quand les adultes pensaient qu'ils n'écoutaient pas. Et peu à peu, l'absence silencieuse dans leur maison commença à prendre forme dans leurs esprits. Tout commença par de petits moments. À l'école, ils voyaient des pères assister aux événements, porter des sacs à dos, applaudir lors des spectacles, s'agenouiller pour refaire des lacets, soulever leurs enfants dans leurs bras. À l'église, ils voyaient des familles assises en rang complet, mère et père côte à côte. Lors des rassemblements communautaires, ils entendaient des camarades dire « Mon père vient » ou « Mon père m'a appris ça ». Les triplés ne dirent rien au début. Mais les enfants remarquent ce qui manque bien avant d'apprendre à le nommer. Noah fut le premier à parler. Courageux par nature, il n'aimait pas garder trop longtemps la confusion dans sa poitrine. Un après-midi après l'école, il posa son sac près de la porte et demanda « Maman, pourquoi tout le monde a un papa aux événements de l'école, et pas nous ?» La pièce se figea. Nia, qui triait des documents pour le centre d'apprentissage des adultes, resta immobile, une main posée sur la table. Avant qu'elle ne puisse répondre, Micah intervint doucement, sa voix plus petite mais tout aussi douloureuse. « Est-ce que notre papa est parti quelque part ?» Puis Eden, avec l'honnêteté innocente que seule une enfant peut avoir, leva les yeux vers sa mère et demanda « Est-ce qu'il sait qu'on est là ?» Cette question frappa Nia comme une blessure qui se rouvrait. Pendant un instant, elle ne put pas parler. Elle regarda leurs visages, trois enfants nés de la douleur, élevés dans l'amour qui la fixait en attendant la vérité. Elle s'était toujours dit qu'elle les protégeait, qu'il y aurait un meilleur moment, qu'elle attendrait qu'il soit plus grand, plus fort, prêt. Mais debout dans cette cuisine, elle comprit qu'il n'y avait pas de moment parfait pour une vérité qui avait déjà trop attendu. Cette nuit-là,
Après que les enfants furent couchés, Nia s'assit seule et pleura. Elle pleura en silence, comme le font les mères blessées lorsqu'elles ne veulent pas que leur douleur devienne un fardeau de plus dans la maison. Elle pleura parce que ses enfants portaient désormais une question qu'elle ne pouvait plus leur cacher. Elle pleura parce que le silence ne ressemblait plus à une protection. Le lendemain matin apporta un autre moment difficile. Malik Vaughan passa tôt avec le petit déjeuner et des fournitures pour le projet d'orphelinat. Les enfants coururent vers lui comme toujours, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Noah croisa les bras. Mika semblait hésitant. Eden resta près de Malik, puis posa la question qui fit retomber le silence dans la pièce. « Oncle Malik, est-ce que tu es notre papa ?» L'expression de Malik changea aussitôt. Il s'accroupit pour être à leur hauteur. Il aurait pu mentir pour simplifier les choses. Il aurait pu donner une réponse vague et repousser la vérité. Mais il les respectait trop pour cela. « Non, dit-il doucement. Je ne suis pas votre père. Mais je vous aime très fort. » Mika baissa les yeux. La mâchoire de Noah se crispa. Eden cligna des yeux, comme si elle essayait de comprendre pourquoi quelqu'un qui les aimait n'en était pas la réponse à la question dans leur cœur. Nia resta là, bouleversée par la tendresse de l'instant. C'est à ce moment-là qu'elle comprit que la vérité ne pouvait plus rester enfouie. Plus tard dans la soirée, après avoir prié et combattu longuement dans son cœur, Nia prit la décision qu'elle avait repoussée pendant des années. Aussi douloureux que cela soit, ses enfants méritaient de savoir d'où ils venaient. Et en regardant par la fenêtre vers la nuit qui s'épaississait, Nia Monroe se prépara à affronter le passé qu'elle avait passé tant de temps à survivre. La semaine suivante, après des nuits de prière et presque sans sommeil, Nia passa enfin à l'action. Elle emmènerait les enfants voir Ethan Carter. Pas pour supplier. Pas pour raviver une ancienne romance. Mais pour Noah, Mika et Eden, trois cœurs qui méritaient des réponses. Même avec cette détermination, le voyage semblait lourd. Une seule rencontre pouvait tout changer. Guérir. Détruire. Ou faire les deux à la fois. Quand Malik a pris sa décision, la douleur traversa son visage avant qu'il ne la dissimule. Il ne discuta pas. Il ne la fit pas culpabiliser. Il fit ce qu'il avait toujours fait, il choisit sa paix à elle plutôt que son propre confort. « Alors va avec dignité, » dit-il doucement. Ce fut la seule fois où Malik utilisa son jet privé pour Nia. Il organisa le voyage pour qu'elle et les enfants puissent voyager en sécurité, rapidement et sans chaos public. Noah était excité à l'idée de voler dans quelque chose d'aussi impressionnant. Mika resta proche de Nia, sentant le sérieux derrière les sièges élégants et les lumières tamisées de la cabine. Eden colla ses petites mains contre le hublot et posa des questions innocentes tout au long du trajet. « Maman, est-ce que papa va nous reconnaître tout de suite ?» Nia força un petit sourire, mais son cœur battait trop fort pour répondre facilement. « Je ne sais pas, ma chérie. » Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'ils volaient droit vers une tempête déjà en cours. Ce même jour, le mariage d'Ethan Carter et de Janelle Brooks était en préparation. Le domaine des Carter débordait de luxe. Des fleurs blanches bordaient l'allée. La musique flottait dans l'air. Les invités en vêtements coûteux souriaient aux caméras et murmuraient autour de leur coupe de champagne. Vanessa Carter circulait parmi eux comme une reine protégeant une victoire qu'elle croyait enfin acquise. Janelle se tenait élégante et sublime, prête à prendre officiellement la place que Nia occupait autrefois. Quant à Ethan, de loin, il paraissait parfait. Mais à l'intérieur, il était agité. Même dans son costume sur mesure, même sous tous les regards, une raideur en lui restait inexplicable. Comme si son esprit savait quelque chose que son esprit refusait encore d'affronter. Puis la cérémonie s'arrêta avant même d'avoir réellement commencé. Un mouvement soudain aux grilles d'entrée attira l'attention. Le personnel se précipita. Les murmures commencèrent. Et quelques instants plus tard, Nia Monroe apparut, les trois enfants à ses côtés. Le silence se répandit comme une onde de choc. Nia se tenait droite, vêtue avec une dignité simple. Son visage était calme, même si son cœur battait à tout rompre. Au début, les invités la fixèrent parce qu'elle était inattendue. Puis leurs regards glissèrent vers les enfants. Et la ressemblance frappa. Une mâchoire.
Un regard. La forme d'un sourire. Les murmures devinrent plus forts. Ces enfants ressemblent exactement à Ethan. Le visage de Janelle changea, confusion, incrédulité, humiliation. Elle se tourna lentement vers Ethan, dont le visage avait perdu toute couleur. Les enfants, sans comprendre l'ampleur de l'explosion autour d'eux, aggravèrent la situation sans le vouloir. Noah pointa du doigt. « Maman, c'est lui. » Mika fronça les sourcils en fixant Ethan. « Pourquoi il nous ressemble ?» Et la petite Eden, d'une voix claire, posa la question qui sembla déchirer la cérémonie. « C'est le papa qu'on est venu chercher ?» Le mariage vola en éclats à cet instant. Janelle recula comme si la vérité l'avait frappée physiquement. Les invités chuchotaient ouvertement. Les caméras se baissèrent. Les sourires disparurent. Ethan resta figé, fixant les trois enfants qui lui ressemblaient de manière si évidente qu'aucun mensonge au monde ne pouvait le sauver. Puis Vanessa les vit clairement. Elle comprit tout. La femme qui avait autrefois rejeté Nia comme inapte se retrouvait face à la preuve vivante du miracle qu'elle avait contribué à chasser. La honte la frappa d'un seul coup. Public. Brutal. Indéniable. Elle porta la main à sa poitrine, chancela et s'effondra devant la foule. Des cris éclatèrent. Des gens accoururent. La musique s'arrêta. La cérémonie se transforma en chaos. Et au centre de tout cela, Ethan Carter ne pouvait que fixer Nia, et la famille qu'il avait autrefois rejetée, maintenant debout devant lui. Dans les heures qui suivirent l'effondrement du mariage, le domaine des Carter ne ressemblait plus à un lieu de célébration. Il ressemblait à la scène d'une vérité trop longtemps retardée. Les invités partirent par vagues, emportant les ragots avec eux. Les fleurs étaient toujours là, mais la joie avait disparu. La musique s'était tue. Les caméras étaient parties. Même l'air semblait plus lourd, chargé de honte, de colère et de conséquences. Vanessa Carter avait été conduite à l'intérieur pour recevoir des soins médicaux. Et la famille qui avait en tenue aux apparences regardait ces apparences s'effondrer en temps réel. Au milieu de ces ruines se tenait Ethan Carter. Il n'avait aucun discours préparé. Aucune explication élégante. Aucune défense bien formulée. Seulement la vision brutale de Nia Monroe et de trois enfants dont les visages reflétaient le sien. Janelle Brox rompit le silence la première. Elle se tourna lentement vers Ethan, sa robe de mariée encore intacte, la voix tremblante de colère. « Tu m'as laissé marcher jusqu'à l'autel pour un mensonge. » Janelle, non. Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa posture resta droite. « Tu n'expliqueras pas cela. Pas aujourd'hui. » Elle regarda Nia. Les enfants. Puis revint vers Ethan, avec une amertume née de l'humiliation, pas de la cruauté. Quoi que ce soit, je refuse d'en faire partie. Et ainsi, Janelle mit fin au mariage, à la relation et à l'avenir proclamés quelques heures plus tôt. Sa famille la suivit rapidement. Avec cela, Ethan perdit la vie qu'il prétendait complète. Mais perdre Janelle ne fut pas la douleur la plus profonde. La plus profonde arriva lorsqu'il tenta de s'approcher de ses enfants, et qu'ils reculèrent. Noah bougea le premier, se plaçant instinctivement devant Nia et ses frères et sœurs. Son jeune visage était dur de méfiance. « Ne t'approche pas. » Mika fixa Ethan avec des yeux blessés. « Si tu es vraiment notre papa, où étais-tu » Et la petite Eden, qui avait posé la question la plus innocente au mariage, le regarda avec une tristesse silencieuse plus douloureuse que la colère. « Pourquoi tu n'es pas venu avant ?» Ces mots frappèrent Ethan plus fort que n'importe quelle humiliation publique, car aucune excuse ne pouvait survivre à l'honnêteté d'un enfant. Il regarda Nia, la voix basse, dépouillée d'orgueil. « Je suis désolé. » Nia soutint son regard. Mais son visage ne s'adoucit pas. Trop de choses s'étaient passées. Trop d'années avaient été perdues. Désolé ne reconstruit pas ce que tu as brisé. Et elle avait raison. Pour une fois, Ethan ne discuta pas. Les jours qui suivirent devinrent une bataille pour regagner la confiance. Il commença à se présenter non pas avec de grands gestes ni des discours publics, mais avec une constance discrète. Il demandait la permission avant de venir. Il arrivait sans exiger d'affection. Il écoutait plus qu'il ne parlait.
Quand Noah le fusillait du regard, Ethan l'acceptait. Quand Mika remettait chacune de ses paroles en question, il répondait avec patience. Quand Eden restait près de sa mère et l'observait comme un étranger, il ne forçait pas la proximité. Il laissait la distance parler d'elle-même. C'était nouveau pour lui. Ce qui arriva ensuite l'était encore plus. Pour la première fois de sa vie, Ethan affronta Vanessa sans lui obéir. À l'intérieur de la maison des Carter, sa voix tremblait de colère et de regrets enfouis depuis des années. « Tu as contribué à détruire ma vie. » Vanessa, pâle et affaiblie après son malaise, le regarda avec incrédulité. « J'ai essayé de protéger cette famille. »« Non, » répondit Ethan sèchement. « Tu as protégé une image, et je t'ai laissé faire. J'ai blâmé Nia. Je l'ai laissé souffrir. J'ai laissé mes propres enfants grandir sans moi. » Vanessa n'eut aucune réponse assez forte pour contrer cette vérité. Pendant ce temps, Malik Vaughn resta fidèle à lui-même, stable, discipliné et honorable. Il n'utilisa pas l'échec d'Ethan pour manipuler Nia. Il n'empoisonna pas le cœur des enfants contre leur père. Au contraire, il se retira avec dignité, même si chaque pas lui coûtait. Son silence n'était pas une faiblesse. C'était un sacrifice. Et ce sacrifice rendait le conflit de Nia encore plus profond. Un homme montrait enfin un véritable repentir. L'autre avait toujours fait preuve de loyauté. Malgré tout, Ethan continua de revenir. Pas parce qu'il avait été pardonné. Pas parce que les enfants l'accueillaient à bras ouverts. Mais parce qu'il avait compris une vérité simple et douloureuse: la paternité n'est pas un titre que l'on revendique en un jour. C'est une confiance qui se mérite. Et à la fin de ce chapitre amer, dépouillé de son orgueil et exposé à son passé, Ethan Carter prit une décision silencieuse. Même si personne ne lui pardonnait rapidement, il continuerait d'essayer. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose commença lentement à changer. Pas d'un coup, pas comme un miracle tombé du ciel, mais comme un cœur endurci qui s'adoucit, un moment honnête à la fois. Il continuait de venir. C'est cela qui changea tout. Pas les discours. Pas l'argent. Pas la culpabilité. Sa présence. Ethan venait quand il disait qu'il viendrait. Il supportait les silences gênants sans chercher à les contrôler. Il écoutait quand Noah le mettait à l'épreuve avec des questions difficiles. Il restait patient quand Mika traitait chaque promesse comme si elle devait encore être prouvée. Et avec Eden, il apprit les leçons les plus profondes. Elle ne cachait pas ses émotions derrière la colère. Elle le regardait simplement de ses grands yeux curieux et posait les questions auxquelles même les hommes adultes peinent à répondre. Un après-midi, alors qu'il les aidait pour un projet scolaire, Eden pencha la tête et demanda: « Si tu nous aimes maintenant, est-ce que tu vas encore disparaître ?» La pièce devint silencieuse. Ethan avala difficilement sa salive. Il posa la feuille qu'il tenait et répondit avec une honnêteté douloureuse: « Non. J'ai déjà perdu trop de choses. Je ne referai plus ce choix. » Cette fois, les enfants le crurent un peu plus. C'est ainsi que la guérison arriva. Petite, fragile, mais réelle. Noah fut le dernier à s'adoucir ouvertement. Sa douleur s'était transformée en protection. Il portait cette protection comme une armure autour de Nia et de ses frères et sœurs. Mais même lui ne pouvait ignorer ce qu'il voyait. Ethan revenait. Il se souvenait des détails. Il écoutait. Il s'excusait sans se défendre. Il avait cessé d'essayer de les impressionner. Il cherchait maintenant à les comprendre. Mika le remarqua aussi. Silencieux comme il l'était, il vit les changements avant que quiconque ne les exprime. Ethan n'agissait plus comme un homme réclamant une place. Il agissait comme un homme essayant de la mériter. Puis vint le moment qui brisa le mur. Lors d'une sortie en famille soigneusement organisée par Nia, un simple accident changea l'atmosphère entre eux. Eden trébucha et tomba assez violemment pour effrayer tout le monde. Avant même que Nia ne puisse bouger, Ethan était déjà là, la soulevant doucement, vérifiant ses genoux, le visage rempli d'inquiétude sincère. Il la serrait comme un père qui a peur de perdre quelque chose de précieux. Eden s'accrocha à lui, pleurant quelques instants avant de se calmer dans ses bras. Noah le vit. Mika le vit. Nia le vit. Et quelque chose s'apaisa en chacun d'eux. Plus tard ce soir-là,
les enfants firent un pas qu'Ethan n'osait espérer si tôt. Ce n'était ni spectaculaire ni bruyant. Mais c'était immense. Ils l'acceptèrent. Pas parfaitement. Pas sans souvenir. Mais sincèrement. Il n'était plus seulement l'étranger d'un mariage brisé. Il était leur père. Un père imparfait. Un père arrivé tard. Mais désormais présent. Ethan pleura en privé cette nuit-là. Non parce qu'il méritait leur acceptation, mais parce qu'il savait qu'on lui avait redonné ce qu'il avait autrefois rejeté. Il s'excusa encore auprès de Nia, cette fois sans chercher à forcer son cœur. « Je t'ai fait du mal, dit-il doucement. Et je ne peux pas l'effacer. Je ne te demande pas d'oublier. Je veux simplement continuer à faire ce qui est juste pour eux. Et pour toi, si un jour tu me le permets. » Nia entendit la sincérité dans sa voix. Mais sa décision finale ne dépendait ni de la culpabilité, ni du passé, ni de la pression. Elle vint après de profondes prières, de longues réflexions, et après avoir observé attentivement les deux hommes. Car il y avait aussi Malik Vaughn. Quand le moment arriva, Malik fit la chose la plus difficile et la plus pure qu'un homme amoureux puisse faire. Il regarda Nia, la femme qu'il avait protégée, respectée et aimée en silence pendant des années, et la libéra de toute dette morale. « L'amour véritable ne t'emprisonne pas, lui dit-il doucement. Si ta paix te conduit ailleurs, je continuerai à vouloir cette paix pour toi. » Cette phrase révéla son caractère plus que n'importe quelle demande en mariage. Au final, Nia fit un choix mûr et douloureux, fondé non sur la fantaisie, mais sur la vérité, la responsabilité et l'endroit où son cœur pouvait enfin trouver le repos. Elle choisit la voie qui honorait la guérison, la restauration familiale et l'avenir dont ses enfants avaient désormais besoin. Ce n'était pas une décision légère. C'était une décision de femme adulte. Une décision portée par la prière. La vie continua. L'école de Nia pour les adultes plus âgés se développa, accueillant davantage de personnes, changeant plus de vies et restaurant plus de dignité. L'orphelinat ouvrit pleinement ses portes, devenant un refuge pour les enfants vulnérables de la communauté. Ce qui avait commencé dans la douleur devint une mission. Ce qui avait commencé par le rejet devint un service. Vanessa Carter, forcée d'affronter les conséquences de son orgueil, apprit une leçon trop tardive, mais réelle. Une image sans amour peut détruire toute une famille. Ethan apprit que la paternité ne se prouve pas seulement par le sang. Elle se prouve par la présence, le repentir, la patience et l'engagement. Et les enfants Noah, Micah et Eden terminèrent cette histoire le cœur libéré de ce silence douloureux qu'est l'absence d'un père. La leçon finale était claire et inoubliable. Ne réduisez jamais une personne à un diagnostic. Ne laissez jamais l'orgueil parler plus fort que l'amour. Et ne supposez jamais qu'un début brisé ne puisse devenir une fin bénie. Cette histoire nous enseigne quelque chose de simple mais puissant. Ne jugez jamais quelqu'un sur une saison douloureuse de sa vie. Un diagnostic n'est pas la fin d'une histoire. L'orgueil peut détruire l'amour, mais l'humilité, la patience et la responsabilité peuvent reconstruire ce qui a été brisé. Le véritable amour n'est pas seulement une question de sentiment. C'est le sacrifice, la présence, la vérité, la fidélité envers ceux qui ont le plus besoin de vous. Et parfois, la bénédiction que l'on rejette aujourd'hui devient le miracle que l'on implore demain. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Quel a été votre personnage préféré dans cette histoire, et pourquoi? Nia pour sa force et sa compassion? Malik pour sa loyauté et son sacrifice? Ou Ethan pour avoir lutté afin de réparer ses erreurs? Écrivez votre réponse en commentaire. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Et si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Votre soutien aide cette chaîne à grandir et permet à ces histoires puissantes de continuer. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.